commencer. Alors, déjà en gros, ce qui est vraiment le plus important pour construire du muscle au niveau de l'entraînement, c'est ce qu'on appelle le principe de stress mécanique et stress métabolique. Donc pour faire simple, le stress mécanique, c'est la charge que vous allez utiliser. Plus la charge sera lourde, plus en fait vous allez avoir de stress au niveau du muscle, et plus du coup ce muscle-là va devoir s'adapter à l'effort en fait, et du coup en réponse en fait il va finir par grossir. Donc ça, c'est vraiment hyper important. En gros, ça correspond, le stress mécanique, à une charge qui avoisine les 8 à 10 répétitions. Au-delà de 8 répétitions ou 10, le stress mécanique, il sera un peu moins grand en fait. Donc si vous voulez vraiment optimiser le stress mécanique, c'est entre 8 et 10 répétitions maximum par série. Donc voilà. Mais il y a un autre facteur aussi qui est important, c'est le stress métabolique. Là, c'est plus en fait si vous voulez, les contraintes qu'on va mettre autour du muscle, donc notamment sur ce qu'on appelle les réserves de glycogène. Donc c'est en gros les réserves énergétiques qui sont en fait dans le muscle et tout ce qu'il y a autour de la cellule. Et ça aussi, ça va prendre du volume, ce qui va augmenter en fait la taille des muscles. Donc ces deux facteurs sont hyper importants. En gros, pour le stress métabolique, c'est quand vous faites plus des exercices de congestion, donc entre 12, 15 répétitions, voire plus. Quand vous sentez vraiment qu'en fait votre muscle il congestionne, notamment à la fin de la séance, ça c'est du stress, ce qu'on appelle le stress métabolique. Il est moins important que le stress mécanique. Il faut savoir que le stress mécanique, c'est vraiment le plus important pour prendre du muscle. Vous devez vraiment miser quasiment sur votre entraînement. Il faut que vous ayez trois quarts de stress métabolique et un quart de stress, pardon, trois quarts de stress mécanique et un quart de stress métabolique pour vraiment que l'entraînement en prise de masse soit efficace. Voilà, si vous devez vraiment retenir ces deux principes de ce live-là, c'est ça, c'est stress mécanique, stress métabolique. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions encore, que je développe un peu plus, si c'est pas assez clair. Ensuite, le deuxième principe qui est hyper important aussi, c'est ce qu'on appelle le temps sous tension. En gros, ce que c'est le temps effectif en fait que vous allez passer sous la barre en fait à chaque série. Donc, par exemple, le temps que vous allez mettre à faire une série de traction. Pour que ça soit idéal, pareil, dans un objectif de prise de muscle, c'est entre 30 et 1 minute, 30 secondes et 1 minute. Au-delà d'une minute, on va travailler plus ce qu'on appelle l'endurance musculaire. Donc c'est pas trop ce qui nous intéresse. C'est important aussi d'avoir de l'endurance, mais c'est pas trop ce qui nous intéresse. Nous, notre objectif de vraiment prendre du volume. Et en dessous de 30 secondes d'effort, là, on va plus taper en fait sur la force. Donc la force, c'est important aussi, mais c'est pareil, c'est pas ce qu'on veut, enfin, ce qu'on cherche quand on veut prendre du muscle. Donc voilà. Si tu devais retenir aussi ce deuxième principe, c'est le principe de temps sous tension qui est vraiment hyper important. Entre 30 secondes et 1 minute par série. Ensuite, une autre chose en fait qui est vraiment hyper importante, c'est ce qu'on appelle le principe d'échec postural et d'échec musculaire. Alors, en gros, pour différencier ces deux-là, c'est à chaque fin de série, en fait, dès que vous allez commencer en fait à compenser avec un autre muscle, parce que là vous avez plus de force, là c'est ce qu'on appelle l'échec postural. Ce que je recommande, surtout pour les débutants intermédiaires, c'est de s'arrêter à cet échec postural, de pas aller au-dessus de ça, parce qu'en fait, après, on va avoir trop de risques en fait de se blesser, et puis même ça va être contre-productif dans le sens où, au lieu de travailler par exemple les pecs pour le développé couché, quand on va commencer à compenser avec d'autres muscles, bon, on va travailler tout sauf les pecs, donc en fait, ça sert absolument à rien d'aller chercher plus de répétitions au-delà de cet échec postural. Et après, vraiment, on a l'échec musculaire. Ça, c'est quand en fait, voilà, vous arrivez à la dernière répétition et que vous sentez que vraiment une de plus, vous pouvez pas faire une répétition de plus. Ou alors, vous pouvez la faire, mais sur la montée, vous allez monter en 20 secondes. Ça, c'est pareil, je vous recommande de vous arrêter en fait juste avant cette répétition où vous devez monter en fait sur 20 secondes. Parce que vous pouvez la faire en fait cette répétition là où vous montez sur 20 secondes, mais ça aura beaucoup trop d'impact négatif en fait, notamment sur votre récupération nerveuse. Parce qu'en fait, ça va demander beaucoup trop d'énergie au niveau nerveux et vous allez vous cramer. Et du coup, vous allez avoir moins d'énergie pour les séances qui vont arriver plus tard. Donc vraiment, je vous recommande de vous arrêter tout le temps en fait à l'échec postural. C'est-à-dire dès que vous commencez à voir que votre mouvement en fait il est plus bon au niveau technique, vous vous arrêtez dans votre série et vous prenez votre temps de récup et vous renchaînez. Donc voilà. Vraiment ça aussi hyper important à respecter si vous voulez prendre du muscle de manière efficace et surtout pas vous blesser, quoi. N'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est clair, hein, si vous voulez que je revienne sur des points. Et je vous encourage à vraiment noter. C'est
Bah déjà, c'est trois choses que je vous ai partagées parce que c'est vraiment le plus important, quoi. Ensuite, on a aussi, alors ça c'est plus en amont en fait de la création de vos programmes qui va être important, c'est ce qu'on appelle l'analyse morphologique et posturale. En gros, à partir de vos points faibles musculaires, de votre posture, on va pouvoir détecter, enfin moi avec notamment ma formation, ce que j'ai fait, je vais pouvoir détecter en fait ce qui coince, là où vous devez en fait renforcer certaines parties parce que vous avez des points faibles, là où vous êtes pas équilibré. En fait, tout ça, c'est important de l'analyser, surtout en fait, bah, déjà pour savoir où est-ce que vous devez mettre votre focus dans vos entraînements, et surtout, pareil, pour pas vous blesser en fait sur le long terme. Parce qu'il faut savoir que si vous continuez à renforcer un point fort et que vous ignorez votre point faible vous travaillez avec la même intensité, le même volume que votre point fort, en fait, bah sur le long terme, vous risquez, enfin, vous avez 90% de chances de vous blesser en fait. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir conscience en fait de ces points faibles, de les travailler deux fois plus que ces points forts pour essayer justement enfin, de rétablir en fait l'équilibre et d'être sûr bah, voilà, de pouvoir s'entraîner en fait sur le long terme avec bah, avec une bonne condition et surtout éviter la blessure. Et aussi ce que ça va vous permettre, cette analyse morphologique, c'est justement de sélectionner les exercices et les amplitudes articulaires en fait qui sont adaptés à vous. Donc ça c'est pareil, c'est aussi bah, un gain de temps énorme parce qu'en fait si vous faites des exercices qui ne sont pas adaptés à vos longueurs musculaires, vos longueurs osseuses, votre morphologie globale, bah c'est pareil en fait, vous allez augmenter les risques de blessures et surtout bah, perdre du temps en fait parce que vous auriez pu avoir un exercice qui soit beaucoup plus adapté à vous et dans lequel vous aurez pu bah, progresser 10 fois plus qu'un exo qui n'est pas adapté, quoi. Donc vraiment ça, faites gaffe à ça. Je vous prends un exemple tout bête par exemple. Euh, là je vais vous parler par exemple de mon cas. Donc en gros moi j'ai les pecs qui sont plutôt courts, surtout au niveau de la longueur. Donc quand ça s'insère en fait au niveau des côtes, j'ai une longueur qui est courte. Par contre, au niveau de la largeur, c'est plutôt long. Donc ça, là, je me rattrape là-dessus. Mais en gros, ça va avoir comme répercussion, par exemple, quand je fais du développé couché, des dips, des mouvements pour les pecs, mais en fait, au niveau de l'amplitude, si je descends trop bas sur ce mouvement, en fait, je vais juste surétirer mon pec, je vais surétirer l'avant de l'épaule, et ça va en fait juste augmenter mes risques de blessure sans pour autant augmenter ma masse musculaire. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment bah, c'est des trucs à savoir en fait et c'est hyper important de le prendre en compte parce que bah, sinon ça va vous rattraper en fait. Donc voilà. Je pourrais développer ça encore, mais bon, je pense que si je développe enfin, trop longtemps, je vais vous perdre. Donc je préfère juste vous donner ces infos-là. Ensuite, ce qui est aussi essentiel, c'est le principe, bon, je l'ai dit un peu hier dans la planification, mais ce côté en fait quand vous créez vos programmes d'entraînement, il faut vraiment que vous ayez une logique de progression. C'est-à-dire que si vous ne savez pas quelle performance vous avez fait la veille, où est-ce que vous allez, enfin si vous n'avez pas de ligne de conduite, si vous cyclez pas vos entraînements en fait, bah vous allez avoir des résultats au hasard parce que bah voilà, on s'entraîne entre guillemets à la forme du jour et ça bah en fait bah, c'est le meilleur moyen de continuer à stagner et de se dégoûter en fait de la muscu, de se dire ah c'est pas pour moi machin et de pas avoir de résultats en fait. Donc ça c'est vraiment aussi hyper important. Notez vos performances. Essayez là juste avec la technique de surcharge progressive qui est très simple à appliquer. Voilà, vous notez la charge que vous avez mis sur l'exercice, le nombre de répétitions et la semaine d'après vous essayez de faire un peu mieux. D'augmenter en général la marge de progression quand vous êtes débutant. Vous pouvez augmenter, comme j'ai dit hier, allez, 1 kg, quoi, 500 grammes, 1 kg, c'est l'idéal. Vous allez faire ça de manière linéaire au début quand vous débutez, puis après très rapidement, il va falloir changer en fait de méthode d'entraînement et miser sur des techniques d'intensification, changer les tempos d'exécution, changer les exercices, changer euh, les amplitudes de travail. Enfin voilà. Après en fait vous pouvez jouer avec les différentes méthodes d'entraînement qui vous permettent de jamais stagner en fait et de toujours progresser. Donc c'est vraiment hyper important. Je vous avais fait des vidéos justement sur les techniques d'intensification dans le groupe Les secrets d'un corps athlétique sans douleur. Donc n'hésitez pas à aller re-regarder ça et utilisez-les dans vos programmes d'entraînement.
Deuxième point aussi hyper important, c'est, bah, comme je l'ai dit hier, miser tout sur ce qui fonctionne en fait, ce qui est vraiment le plus important pour progresser en termes de masse musculaire, c'est-à-dire les exercices polyarticulaires. Donc les gros exercices, construisez vos programmes sur des exercices qui fonctionnent et qui ciblent plusieurs groupes musculaires. Parce que vous allez gagner pareil un gain énorme en termes de temps et en plus vous allez avoir beaucoup plus de recrutement au niveau musculaire avec des gros exercices qu'en vous concentrant sur des exercices d'isolation du style extension triceps, des trucs comme ça qui sont au final efficaces mais bien moins efficaces que des gros exos. Donc vraiment mettez toute votre énergie sur ce qui marche en fait. C'est juste, pour résumer un peu cette partie-là, c'est vraiment ça quoi. Ensuite, je vais vous donner un peu les ratios en termes de répétitions que vous devez, enfin les répétitions maximum que vous devez inclure par groupe musculaire à chaque séance. En gros, pour optimiser la prise de muscle, quand vous ciblez donc un petit muscle, c'est-à-dire par exemple triceps, biceps, le nombre de répétitions globales dans la séance, pour que ça soit vraiment optimal, c'est entre 60 et 80 répétitions. Ça, c'est une fourchette qui est vraiment fiable pour justement optimiser vos gains de prise de masse. Ensuite, pour les gros muscles, du style pec, dorsaux, etc., jambes, là, les répétitions optimales, c'est entre 100 et 120 répétitions. Donc, vous voyez, le volume, en fait, il est un peu plus, bah, ce qui est normal, en fait. Le volume est plus élevé quand vous ciblez des gros muscles pour justement optimiser cette prise de muscle. Donc, en gros, ça correspond, si on devait schématiser, 12 séries, entre 10 et 12 séries pour les gros muscles, et entre 6 et 8 séries pour les petits muscles. Et encore une fois, si vous n'avez pas le temps, privilégiez plutôt les exercices qui ciblent les gros muscles. Et dans tous les cas, en fait, quand vous allez faire ces gros exos, vous allez avoir une stimulation des petits muscles en même temps. Donc voilà, si vous devez que retenir ça, c'est de 10 à 12 séries d'exercices polyarticulaires en fait, pour vraiment optimiser votre prise de muscle. Là voilà, je vous ai parlé un petit peu de volume et d'intensité, donc ça se rejoint, hein, pour optimiser votre prise de muscle. Maintenant, je vais vous parler aussi d'un outil qui est hyper efficace pour justement mesurer cette intensité pendant votre séance, ce qu'on appelle l'échelle de Borg. Cette échelle-là, en fait, on l'utilise surtout en préparation physique pour bah, voilà, être sûr de quantifier en fait l'intensité qu'on veut montrer à l'athlète pour qu'il justement progresse dans la qualité musculaire qu'on a décidé de cibler. Et en gros, quand vous ciblez la masse musculaire, ce qui est vraiment important, c'est de cibler une intensité, donc qui correspond à avec le barème de l'échelle de Borg, entre 8 et 10. Donc, c'est-à-dire que votre perception de l'effort, en gros, l'échelle de Borg, ça mesure la perception de l'effort. Donc, quand vous faites de la muscu, à chaque série, essayez de miser cette intensité-là, qui correspond entre 8 et 10 sur 10, en fait, en termes de perception de l'effort. C'est vraiment hyper important, parce que c'est pareil, si à chaque série, vous n'avez pas un niveau d'effort suffisant, bah, vous savez que au niveau de la masse musculaire, c'est pas l'idéal, quoi. Donc vraiment, ça peut être un très bon outil que je vous encourage à tester. Je vais vous le mettre dans les ressources à ce moment-là, dans les guides. Pareil je vais vous mettre aussi une ressource en termes de planification que je donne normalement aux personnes que je coach, mais là je vous donnerai voilà, un petit échantillon de ce que je propose et ça va vraiment bien vous aider. C'est l'échelle de Borg, franchement si vous suivez ce barème-là entre 8 et 10, vous êtes sûr en fait de taper là où ça va vraiment se développer en termes de masse musculaire, quoi. Donc voilà. Ensuite, je vais parler des techniques d'intensification. Donc moi, ce que je vous recommande, surtout quand vous êtes débutant, c'est de miser en fait sur ce qui marche, c'est-à-dire n'utiliser en fait que les techniques d'intensification si vous avez par exemple un emploi du temps assez chargé, que voilà, vous avez vraiment pas beaucoup de temps pour vous entraîner. La seule, comment là, et que vous avez aussi du gras à perdre en même temps. La seule technique que je vous recommande dans ce cas-là, c'est la méthode des supersets. C'est le fait en fait d'enchaîner un exercice euh,
agoniste et antagoniste. Donc par exemple, un exercice pour les pecs et juste après son temps de récup, d'enchaîner avec un exercice pour les dorsaux. Il y a plusieurs avantages à ça. Bah déjà, c'est un gain énorme en termes de temps. Et en plus de ça, d'après pas mal d'études que j'avais vues, en gros, ça stimule l'hormone de croissance et la stimulation de testostérone. Donc voilà, c'est un des gros avantages, c'est ça vous fait gagner du temps. En même temps, ça booste en fait vos hormones qui vous permettent de prendre du muscle. Donc, donc voilà. Après, le seul inconvénient de cette technique-là, c'est en fait quand on va être un peu plus intermédiaire avancé, vu que nos charges en fait d'entraînement, notre intensité va vraiment augmenter parce qu'on aura beaucoup plus de force, les charges seront beaucoup plus grandes. Bah, en fait, le fait de faire deux exercices comme ça avec une très grosse intensité sans temps de récup, forcément, ça va avoir une répercussion en fait sur la charge d'entraînement qu'on va pouvoir mettre. Donc, quand vous êtes plutôt avancé, les supersets, vous pouvez en faire, c'est toujours utile, surtout quand vous n'avez pas beaucoup de temps, mais c'est pas l'idéal dans cette logique de progression que je vous ai parlé au début, qui est quand même la base qu'on veut prendre du muscle. N'oubliez pas le principe de stress mécanique que je vous ai dit, c'est le fait en gros, d'avoir une charge quand même assez conséquente qui correspond à entre 80 et 85% de votre RM. La RM, c'est la répétition maximale pour être sûr d'avoir une grosse intensité et de mettre vraiment beaucoup de stress pour que le muscle se force à s'adapter en fait. C'est vraiment hyper important et c'est ce qui va vous permettre de toujours être plus massif et du coup plus fort aussi parce que bon, on augmente aussi la force. Euh, Voilà, ça c'était pour les techniques d'intensification. Après, une autre technique que j'aime aussi beaucoup mettre, c'est la technique des rest pauses, c'est-à-dire que ça, utilisez-les plutôt en intermédiaire avancé. C'est en gros quand vous faites une série, par exemple, je sais pas, vous devez faire, je sais pas, une série de 15 répétitions. Au bout de la huitième, bah, vous voyez, vous êtes mort, donc en fait vous arrêtez, vous faites 10 secondes de récup, vous allez voir, vous pouvez gratter deux trois reps en plus. Hop, vous grattez ces deux trois reps vous faites le respo jusqu'à atteindre les 15 reps. Ça, j'aime bien aussi l'utiliser, mais c'est pareil, il faut pas l'utiliser n'importe comment parce que bah, ça augmente forcément le stress au niveau nerveux. Donc, utilisez-les, pardon, plutôt en début de séance sur les gros exercices qui vous demandent beaucoup d'énergie et sur lesquels vous devez vraiment progresser. Donc voilà. C'est les deux techniques que je voulais vous recommander qui sont vraiment hyper efficaces en termes de prise de masse. Ensuite, je peux vous parler aussi, bon, j'en ai déjà un peu parlé, mais en gros, prendre du muscle en perdant du gras. Alors, il y a plusieurs débats, il y en a qui disent que c'est pas possible, machin. Avec l'expérience et avec ce que j'ai vu, c'est possible donc, de perdre du gras et de prendre du muscle. C'est juste que ça va demander en fait déjà au niveau alimentaire d'être ce qu'on appelle en maintenance calorique, donc d'être vraiment ou légèrement en déficit, mais au moins en maintenance, pour qu'au niveau, au niveau calorique, en fait, vous êtes sûr d'avoir juste ce qu'il faut pour que votre corps, en fait, votre corps ait le carburant en fait pour encaisser les efforts et votre journée voire un tout petit peu moins pour perdre un peu plus de gras. Et surtout, ce qu'il faut privilégier, c'est, comme je vous ai dit, en termes de musculation, c'est les supersets, parce que voilà, vous allez augmenter votre dépense calorique, le fait d'enchaîner deux exercices en temps de récup. Puis privilégier aussi du coup, les circuits en endurance. Donc là, quand je vous ai dit au début, avec le temps sous tension, entre 30 secondes et une minute, bah là, quand vous devez perdre du gras, essayez même d'aller plus loin que une minute par série. Donc ça veut dire réduire un peu la charge, faire ce qu'on appelle des tri-séries, par exemple des circuits training, euh, enchaîner trois exercices sans temps de récup. Après, enfin voilà, j'imagine que vous connaissez un peu ce genre d'entraînement, mais ça c'est aussi efficace quand vous voulez perdre du gras. Il y a aussi ce que je peux vous conseiller pour la perte de gras, c'est quand vous faites du cardio. Alors, bon, déjà, de manière générale, pour perdre du gras, le cardio, c'est pas du tout l'idéal. Je vous le dis tout de suite, le mieux, c'est de faire de la musculation. Parce que plus vous avez de masse musculaire, plus votre corps, en fait, il consomme de calories au repos, parce que le muscle est très énergivore. Donc, du coup, en fait, vous allez pouvoir manger plus sans prendre de gras, même en perdre, en fait. Parce que votre métabolisme, enfin, c'est pas que votre métabolisme s'accélère,
Mais c'est plus que, bah, vu que le muscle est très énergivore, bah, en gros, il va prendre beaucoup de calories que vous lui donnez juste pour restituer ses stocks de glycogène, donc ses stocks de, enfin, c'est son énergie en fait. Donc c'est hyper important. Et par contre, quand vous faites du cardio, du coup, parce que c'est quand même important le cardio pour notamment la santé cardiovasculaire surtout, je vous conseillerais toujours de privilégier les méthodes courtes, c'est-à-dire comme je vous avais fait un live la dernière fois là, c'est plus des protocoles en fait qui mis sur l'intensité plutôt que sur la durée, quoi, plutôt que sur l'endurance fondamentale. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus d'avantages en fait à faire du cardio plutôt à moyenne intensité, voire très haute intensité, pour la perte de gras. Donc voilà, pour les raisons que je vais citer, donc plus de muscles, parce que ça stimule plus de croissance musculaire, parce que le métabolisme s'accélère en fait quand vous faites des séances de cardio à très haute intensité. Donc pour toutes ces raisons-là, je vous conseillerais toujours de faire privilégier du cardio à haute intensité. Euh, voilà, et ensuite, je voulais juste revenir sur aussi un truc de base, ça que je vois qui est un peu, enfin, sous-développé ou en tout cas pas trop pris en compte, et c'est vachement dommage, c'est la respiration. En fait, la respiration, c'est vraiment la base de tout. Et en musculation, en fait, pour vraiment optimiser vos chances de performer, un principe de base, c'est déjà respirer en fait avec le ventre. Respirer avec le ventre. Quand vous, quand vous poussez sur votre charge, contractez les abdominaux en même temps, soufflez de manière explosive pardon, sur la montée. Ça, c'est des choses, en fait, faut les automatiser dès le début parce qu'en fait, ça va déjà augmenter vos performances. Et en plus de ça, ça va, pareil, diminuer vos risques de blessure parce que faut savoir que si vous contractez pas les abdominaux quand vous montez la charge et que vous n'êtes pas gainé, en fait, bah, vous allez être beaucoup plus instable et du coup, vous allez avoir plus de chances de vous blesser. Donc ça, c'est pareil. De manière générale, la respiration, que ce soit en muscu ou dans les autres sports, ça se fait toujours avec le ventre. Et on inspire par le nez, on expire par la bouche de manière explosive. Ça, c'est vraiment hyper important. Entraînez-vous au début, c'est pas naturel, c'est comme tout dans la vie, ça s'apprend et après ça devient un automatisme. Voilà, voilà. Et je peux finir, alors juste par vous donner peut-être des petits conseils sur des exos, sur l'exécution technique de certains exos, parce qu'en fait c'est pareil, on se rend pas forcément compte, mais il y a toujours des choses à améliorer pour essayer de mieux cibler le muscle qu'on veut travailler pendant notre séance. Moi, le premier, j'ai encore des trucs à améliorer. Donc, c'est des choses qu'il faut voir, revoir et toujours retravailler. En fait, c'est comme tout, quoi. C'est comme tout geste sportif. Il faut vraiment, c'est là par la répétition, par le fait de se filmer, par le fait de s'apercevoir de ses erreurs, en fait, qu'on peut progresser et qu'on peut augmenter ses performances, en même temps réduire le risque de blessure. Parce que c'est pareil, si vous faites un exo vous pensez bien le faire, et en fait, bah non, depuis le début, vous faites n'importe quoi, bah déjà d'une, vous allez moins bien cibler le muscle que vous deviez cibler à la base, et en plus de ça, sur le long terme, c'est pareil, vous allez compenser avec d'autres muscles, et vous allez vous blesser sur le long terme. Donc là, je veux juste vous montrer, bah, essayez de je vais essayer d'interagir un peu dans le chat, mais donnez-moi un peu les exos que vous aimeriez que je revoie un peu avec vous là pendant ce live. Je vais rester encore pendant 5 minutes, et du coup, je vous donnerai des conseils là-dessus, quoi. J'attends vos réponses et à ce moment-là, j'agirai en conséquence. Alors, je vais répondre aux questions aussi. Alors, j'ai attendu. Non, je sais que pour perdre du gras, il fallait faire du cardio le matin avant de déjeuner. Alors, pour répondre à ta question, Eric, ça d'après ce que j'ai vu et de mon expérience, c'est une connerie dans le sens où en fait, si tu fais ton cardio à jeun, bah en fait, tu auras moins d'énergie pendant ta séance. Donc en fait, déjà, tu vois que pendant ta séance, tu seras moins efficace, tu seras moins performant. Donc, et vu que, comme je t'ai dit, en fait, pour vraiment perdre du gras de manière efficace, il faut miser pareil sur l'intensité, en fait, sur l'intensité de ta séance.
Donc si tu as moins d'énergie et que du coup ta séance est moins efficace, bah en termes de résultats, c'est pareil, quoi. Ça va se répercuter de manière négative. Donc non, mange quelque chose avant, je t'encourage vraiment à manger quelque chose avant. Léger, hein, bien sûr, tu prends un fruit, un thé ou un café. Comme ça, c'est très rapide à digérer. Petite astuce aussi là-dessus, si t'as pas trop le temps de manger avant ton training, vous écrasez une banane. Le fait d'écraser la banane, vous enlevez les fibres, et comme ça, bah, au niveau du système digestif, vous l'absorbez très rapidement. Et en plus, voilà, vous avez des bons sucres, vous avez du potassium, du magnésium, tout ce qu'il faut pour optimiser la contraction musculaire. Et aussi pour le système nerveux. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Alors, le dumbbell développé militaire, en termes de posture et protéger le dos. Ok, alors, je vais vous montrer ça. En gros, Guillaume, quand tu fais ton développé militaire, donc déjà, le plus important, bon, tu peux le faire debout ou assis. C'est juste que debout, ça va demander un meilleur gainage. Donc, du coup, justement, il faut bien respecter la posture pour éviter de se blesser. Mais en gros, déjà, au niveau des positionnements des coudes, je t'encourage, quand tu fais ton développé militaire, à les avancer légèrement vers l'avant. Donc, le fait de les avancer légèrement vers l'avant, tu vas protéger l'articulation de l'épaule. Alors que si elle est au niveau de l'axe de l'épaule, bah, tu mets un peu plus de tension au niveau de l'articulation. Donc déjà, hop, tu rentres légèrement tes coudes. Pareil avec tes poignets, tu vois, tu les mets en biais. Une fois que tu es dans cette position-là, pareil au niveau du bassin, fais bien attention en fait à garder tes fesses contractées, à jamais cambrer le dos. C'est-à-dire que tu ramènes en fait le bassin en rétroversion, tu le ramènes devant toi, hop, tu contractes les fessiers à fond. Et une fois que tu es dans cette position, donc bien gainé au niveau des fessiers, le dos bien droit, le bassin droit aussi, en position neutre, là, tu as juste à pousser bien à la verticale tes haltères vers le haut. Pareil, quand vous faites du développé militaire, ne faites surtout pas un mouvement convergent comme ça. Vraiment, le plus important, c'est d'avoir justement un mouvement bien à la verticale. Hop, avec les abdominaux gainés, les fessiers contractés et les coudes légèrement rentrés vers l'intérieur pour protéger l'articulation. Et après, au niveau de l'amplitude, ça c'est, je reviens à l'analyse morphologique, mais en gros, si tu as l'avant de l'épaule qui est plutôt court, bah du coup, tu t'arrêtes à 90 degrés, tu vas pas chercher plus bas parce que sinon tu vas surétirer. Et, euh, et voilà, c'est tout. Donc au niveau de l'amplitude, si tu as t'as l'avant de l'épaule court, bah tu t'arrêtes ici, puis après tu pousses comme ça dans la verticale. Et si tu le fais assis, bah ce que tu fais juste bien gaffe, c'est de pousser tes fesses bien enfin, au fond du dossier pour être sûr en fait d'avoir le dos bien droit. Et pareil, de surtout pas cambrer en fait au niveau du bas du dos. Et contracte toujours les abdos parce que justement ça te permet de maintenir en fait un certain gainage. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Nicolas qui demande les pecs. Ok, tu veux voir quel exercice, Nicolas? Bon, du coup, j'imagine que en gros tu demandes pour le développé couché vu que c'est classique. Tu parles de largeur. Enfin, donne-moi plutôt un exercice. Parce que là, tu me dis les pecs. Ah oui, tu parles de l'insertion. Non, en gros, quand tu analyses tes pecs, donc t'as la longueur en fait à la verticale, mais tu as aussi la longueur à l'horizontale qu'il faut prendre en compte pour savoir si en fait ton pec il est plutôt long ou plutôt court. Et en gros, le plus important à retenir, c'est plus le côté, enfin l'insertion à la verticale.
Si, comme moi, là, mon insertion elle est plutôt courte, enfin moyenne courte, bah du coup la répercussion sur mes exos, ça va être que je vais diminuer l'amplitude, je vais pas descendre trop bas sur le développé couché. Je vais plutôt sélectionner des exercices qui vont me permettre de stabiliser les épaules. Donc en gros des trucs plutôt avec des dips où je suis bien stable. euh, et, euh, et du coup du développé couché plutôt décliné. Parce que le développé couché décliné, en fait, quand vous le faites, en fait, ça permet un étirement qui soit moins grand que du développé couché classique, banc à l'horizontale. Donc voilà, c'est plus adapté à ma morphologie. Bah écoutez, déjà 32 minutes. Écoutez, si vous avez plus de questions, je vais vous laisser là. Et puis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, pareil, si vous avez d'autres questions, même à la suite du live, j'essaierai d'y répondre demain ou une autre fois. Je vérifie que j'ai tout dit. Hop, normalement, ouais, ouais, je vous ai donné ce que je voulais dire. Hop là. Alors, Eric qui dit pour ma morpho, c'est mieux en incliné. Alors, toi, de mémoire, ta morphologie. Il me semble que tu as un dos, un grand dorsal qui est plutôt très long. Tu es très avantagé au niveau du dos. Par contre, niveau pec, je crois que c'est ton point faible de mémoire. Alors, si t'es comme moi, ton point faible, c'est plutôt les pecs. Bah, t'as les pecs larges. Ok, bah si t'as les pecs larges, bah toi, en gros, tu peux faire quasiment tous les exercices pour les pecs avec une grande amplitude, donc en descendant bien bas. Et ce qu'il faut que tu privilégies, c'est plus justement les exercices qui vont provoquer un gros étirement. Donc, ce qui provoque de gros étirements, c'est les dips, euh, développé couché classique. Enfin, quand je parle de dips, t'as les dips sur anneau aussi. Dips sur anneau, ça c'est en termes d'étirement, c'est vraiment hyper efficace. Développé couché classique. Et après, tu as un exercice qui peut être très intéressant aussi, c'est l'isolation pour les pecs là. Où en gros, tu prends soit une poulie, soit un élastique, et tu vas aller chercher ici sur le côté en biais. Ça, c'est plus un exercice d'isolation, de finition du coup, ou en méthode de préactivation, c'est-à-dire en échauffement en fait pour tes pecs. Mais voilà, c'est des exos que tu peux privilégier dans ton cas, avec une grande amplitude du coup. Donc voilà, bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Alors après, juste pour aussi revenir au développé incliné, le truc du développé incliné, en fait, c'est que ça va beaucoup plus cibler l'avant d'épaule. L'avant d'épaule, enfin, ça va cibler, oui, ça va cibler le haut des pecs, mais ça va aussi fortement mettre de l'attention sur l'avant de l'épaule. Donc moi, ce que je te conseillerais plutôt, parce que l'avant de l'épaule, chez la majorité des gens, elle est surdéveloppée, par rapport même à l'arrière, donc ça crée encore plus de déséquilibre. Moi, ce que je te conseille, c'est plus de faire du coup du développé couché classique, ou même du développé décliné, en fait, pour éviter, en fait, justement, de se retrouver avec les épaules en avant et l'avant de l'épaule qui est surdéveloppé. Et tous les problèmes que ça engendre par la suite. Comment connaître l'amplitude à avoir au dip suivant la morphologie? Alors, Eric. Bah, en gros, Eric, plus t'as les pecs qui sont courts, moins tu dois descendre sur le mouvement. Enfin, en gros, quand t'es un peu comme moi, donc avec l'insertion qui est plutôt haute, donc des pecs courts, ce que tu dois faire, c'est sur l'amplitude quand tu descends sur le dips, t'arrêter en fait à 90 degrés. Donc en gros, coude au niveau des épaules maximum, va pas chercher plus bas.
Et par contre, si tu as un pec qui est plutôt long, bah là tu peux aller chercher plus bas sans problème, sans risquer la blessure. Après, bon, je vais pas rentrer trop dans, je suis pas rentré dans les détails aussi vis-à-vis de l'amplitude à adopter, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a la longueur musculaire qui est à prendre en compte dans l'amplitude des mouvements, mais il y a aussi la souplesse articulaire. Et il faut savoir que votre souplesse articulaire va aussi déterminer votre capacité en fait à étirer un muscle sans risque pour l'articulation ou non. Et ça, la souplesse, ça se travaille. Vous pouvez très bien vous retrouver en gros avec un muscle court, mais en travaillant votre souplesse à côté, bah, du coup rectifier un peu ce déséquilibre et bah, vous permettre d'augmenter quand même l'amplitude sur les mouvements. Mais vous allez jamais avoir, enfin, vous ne devez jamais avoir autant d'amplitude que quelqu'un qui a un muscle long. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Eric. Bon, bah écoutez, bonne soirée à tous, et puis n'hésitez pas à me partager ce que vous avez mis aussi en place dans vos entraînements, et est-ce que ça a pu changer dans vos routines, quoi. Allez, salut à tous.